Aujourd'hui, 8 mars, la femme sur la planète est à l'honneur. Elle sera dans 1000 discours flatteurs et professions de foi. Il nous a plu sur Eden TV de vous convier à un débat sur la sincérité des volontarismes affichés au Bénin sur la promotion de la femme en politique. Promotion du leadership féminin en politique au Bénin, l'heure ou réalité, telle est la question centrale qui servira de trame à cette émission. Pour en débattre, nous avons convié sur ce plateau 4 femmes, dont 3 politiques et une de la société civile. La première femme politique sur ce plateau, elle s'appelle Peace Amalin. Elle est conseillère communale à la ville de Cotonou, trésorière générale adjointe du parti USL. Madame Amalin, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Madame la journaliste, de nous avoir invités. Alors, la deuxième femme sur ce plateau, elle se nomme Sedami Ménégan Fagla. Elle est maître assistant des universités du CAMES, membre du bureau politique Union progressiste, plus précisément secrétaire nationale adjointe à l'organisation et à la logistique de la direction exécutive nationale. Madame Fagla, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Carole, merci de m'avoir invitée également. La troisième femme, elle n'est pas politique, elle est membre de la société civile, elle est la présidente de Rifonga Bénin. Elle se nomme Léontine Idowu. Madame Idowu, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Caro pour l'invitation. Alors, la troisième et la quatrième et la dernière femme sur ce plateau, elle s'appelle Christine Awanjinou, membre du bureau politique UDBN. Elle est directrice de l'école du dit parti. Madame Awanjinou, bienvenue. Merci à toi, Carole. Au regard de la question centrale posée en termes de notre émission, il n'est pas inutile de rappeler que cette journée internationale fait écho avant tout à des années de lutte ouvrière d'activistes comme l'américaine Clara Zetkin et intellectuels comme Simone Veil en France pour que la femme soit seulement considérée comme sujet de droit au même titre que les hommes. Alors, question d'entrée de jeu, nous sommes curieux de savoir, chers leaders politiques sur ce plateau, si vos positions actuelles ont été le fruit de plusieurs luttes ou favorisées par un quelconque volontarisme. On va commencer par Madame Awanjinou. Merci Carole. À ta question, je répondrai simplement que il ne s'agit pas d'un doigté de quiconque. Il s'agit réellement de militantisme au sein de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau et que, à cet effet, le charisme d'une personne peut la positionner à des instances. Et pour dire vrai, ce parti qui est pour femmes et pour jeunes se veut de la promotion de la femme et de la jeunesse. D'où tu peux voir assise ici pour parler politique. Merci. UDBN existe depuis combien d'années déjà? UDBN a un certain nombre d'années. Elle a été refondée, oui. Il a pris corps depuis près d'une dizaine d'années. Près d'une dizaine d'années. Donc, vous militez dans ce parti depuis près de 10 ans. Merci, exactement. Alors, en tant que membre fondateur. Ok, d'accord. Madame Fagla, la même question pour vous. Alors, pour ma part, je réponds que c'est un peu de tout. Il faut effectivement un travail acharné de militantisme, mais il faut également une certaine volonté de la communauté politique. Aujourd'hui, je suis membre de la direction exécutive nationale de l'Union progressiste. Nous sommes 2 femmes sur 17 et on est bien conscient que rien ne s'obtient sans le travail. Depuis plusieurs années, je milite dans différents partis. J'ai été coordonnatrice de la Ligue des femmes de l'Union fait la nation, de l'ex-parti Union fait la nation. Et on m'a vu pendant très longtemps, les médias m'ont suivi du nord au sud, de l'est à l'ouest, au contact de toutes les populations. Donc,
c'est forcément le fruit d'un travail, d'un militantisme. Et ce militantisme a permis de rassurer la communauté scientifique, la communauté politique, ça c'est la déformation professionnelle. La communauté politique a permis de rassurer les responsables politiques de ma capacité à pouvoir animer le débat à leur côté et ça a pu nourrir leur volonté. Mais la volonté, je tiens à dire que la volonté ne peut pas exister s'il n'y a pas de militantisme. Il ne s'agit pas de rester à la maison, de rester chez soi et de penser que parce qu'on est femme, on va obtenir quelque chose. Et je parle de communauté politique, pas de leader, je parle de la communauté, parce que l'acceptation doit venir autant des responsables, donc des aînés, autant des militants que des militantes. Parce que nous ne sommes pas sans savoir que nous sommes dans un pays où parfois les femmes, c'est en tout cas une catégorie de femmes, ne comprend pas qu'elle peut être dirigée par d'autres femmes ou qu'elle peut prendre, que d'autres femmes puissent prendre la parole au même titre que des hommes pour s'adresser à elles. Donc, c'est l'acceptation de la communauté politique tout entière. Et je profite de votre plateau pour remercier la communauté politique de l'Union progressiste, les aînés, pour la place qu'ils accordent aujourd'hui aux jeunes et aux femmes. Et aux femmes. Ah, même question pour vous. Je vous remercie, Madame la journaliste. Je répondrai à cette question que le choix de faire porter les femmes aux instances de prise de décision, c'est souvent le résultat des travaux de plusieurs années. Il n'y a jamais eu de cadeau aux femmes. Il y a eu toujours plus d'exigences aux femmes. Et si vous voyez une femme dans les instances de décision, sachez qu'elle n'est pas là parce qu'elle est parachutée. Pour ma part, j'ai été longtemps militante et vous me connaissez, les réseaux sociaux, les médias, parce que dès le départ, j'étais PSD et j'ai fait partie du bureau politique de ce parti. Ce n'est pas donné à toute femme, à tout le monde, à tous les militants. Il faudrait faire ses preuves. Après cela, j'ai été longtemps, quand nous sommes devenus Union fait la Nation, j'ai été longtemps la présidente nationale des femmes de l'Union fait la Nation. Et si je ne faisais pas un travail laborieux au nom de toutes ces femmes de ce parti, figurez-vous que je ne mériterais jamais d'être portée sur une quelconque liste de ce parti pour être aujourd'hui leader et être élue conseillère municipale de la ville de Cotonou. Aujourd'hui, vous me voyez, je suis USL. Et si je ne savais pas faire quelque chose, une fois dans ce nouveau parti, je ne pourrais pas faire mes preuves et mériter la place que j'occupe aujourd'hui dans le parti et dans le bureau national. Donc, je vous dis simplement et en résumant que toutes les femmes aujourd'hui ont le devoir de faire, si les hommes font un travail de puissance 1, de faire x2 avant d'avoir la place que les hommes ont, parce que naturellement, la société n'est pas encore prête à nous accepter, à nous faciliter les choses. Donc, nous avons le devoir de bosser encore. Et je félicite les organisations qui le font. Je félicite tous ceux qui nous ont aidés parce que pour être femme politique, nous avons besoin d'être formés. Ce n'est pas la formation professionnelle. Je suis géologue. Cela n'a pas de corrélation entre la politique et la géologie. Je suis géologue. Comment suis-je arrivée en politique et comment ai-je pu participer activement et faire mes preuves en politique? Il y a eu des organisations qui nous ont formés sur le dialogue politique, sur le dialogue interpartite et sur la manière dont la femme doit militer. Il y a eu des organisations qui nous ont accompagnés. Quand on a vu en toi une potentialité de femme leader, il y a des formations, des ONG comme Rifonga, le consortium et tout, qui nous ont suivis de bout en bout et ils nous ont donné les armes nécessaires à lutter dans cette jungle que constitue la politique. Donc je dirais, nous nous sommes battus grâce aux formations que nous avons acquises volontairement. Je vous remercie. Madame Léontine, vous n'êtes pas politique, je ne vous épargne pas quand même de cette question-là. Merci beaucoup. C'est vrai. Une femme leader est d'abord leader dans sa maison. C'est depuis la maison qu'on commence le leadership. Dans l'organisation de sa propre maison, de comment on traite avec son mari. Parce qu'aucune femme ne peut se lever de sa maison, aller en politique sans l'avis de son mari. Donc, celles que vous voyez aujourd'hui, c'est qu'elles ont pu combiner la maison, le travail et la politique. Et si elles sont leaders, c'est que non seulement
elle pense à elle-même, elle pense également aux autres femmes. Parce qu'à les écouter, vous voyez, elles sont toutes des responsables au sein des partis politiques. Et nous, membres de la société civile, quel est notre rôle? Notre rôle, c'est de renforcer leur capacité à mieux faire ce qu'elles ont choisi. Et c'est ce que nous faisons pour les accompagner. Et je vais vous dire que je suis très fier d'être parmi 3 femmes politiques ce matin parce que je sais ce qui se passe au sein des partis politiques. Si elles ne sont pas une qui travaille très bien, jamais ne serait à ces places-là. Chères femmes, félicitations. Madame Mando. Alors, on vous a félicité. Dites-moi, Madame Armandino, est-ce qu'il est facile d'être une femme politique au Bénin? Ça, naturellement. Carole, que ce n'est pas facile. Et tu le sais, n'est-ce pas? Donc, du coup, être femme politique au Bénin, je vous assure que c'est un challenge. Et c'est de haute lutte qu'il faut pouvoir s'imposer. S'imposer sur la scène politique. S'imposer dans son milieu familial. Comme vient de le dire Madame Idou, ça commence à la maison. Il faut déjà que tu te fasses accepter en tant que leader politique. Je parle bien de politique. Avec nos mentalités acquises depuis des siècles dans l'Afrique et plus précisément au Bénin. Une femme qui va vouloir s'affirmer politique serait traitée de tous les noms possibles dans cette vie. Donc, il faut déjà conquérir la maison, conquérir maintenant la société, conquérir les militants et se faire valoir au niveau +1 des hommes avant de pouvoir émerger un temps soit peu. Et puis cette émergence, je pose la question, il faut vraiment s'armer de courage pour y arriver, comme tu le dis. Madame Fagla, la même question. Est-ce que c'est facile d'être une femme politique au Bénin? Alors déjà, moi je vais dire que ce n'est pas facile d'être un personnage politique, parce que pour être un acteur politique, il faut beaucoup de travail, il faut un investissement humain presque digne d'un sacerdoce. Donc ce n'est déjà pas facile d'être un personnage politique. Lorsqu'on rajoute à cela les pesanteurs socio-culturels du Bénin, nous sommes une société patriarcale qui porte un regard sur la femme, qui donne un rôle des responsabilités domestiques à la femme, qui donne une position derrière l'homme à la femme. C'est d'autant moins facile. Mais comme je dis, moins facile ne veut pas dire impossible. Et nous, ici, sommes la preuve que ce n'est pas impossible. C'est une question d'organisation. Merci. Madame Amalin, est-ce que c'est facile pour vous d'être une femme politique? Madame Carole, je vous retourne une partie de la question en tant qu'Africaine. Non, sur ce plateau, c'est moi qui pose les questions. Je ne vous le pose pas, je répondrai certainement, ne vous en faites pas. En tant qu'Africaine, nous savons quelles sont nos valeurs et quelles sont les contraintes à la femme. Parce que la femme, pour nous, c'est comme un mythe. Elle est la gardienne du temple. Elle garde tout. Elle est censée rester à la maison. Et je vais remercier Madame Idou parce que quand j'étais très jeune encore, je ne dis pas que je suis encore vieille, je fais partie des plus jeunes aujourd'hui sur la scène politique béninoise et je dis je suis fière de l'être et grâce à vous et à plusieurs autres personnes parce que un jour au cours d'une formation, vous avez répété cette phrase que vous avez répétée aujourd'hui. Le leadership commence par la maison. J'ai toujours été, de tout mon cursus, responsable des entités universitaires et autres. Mais de là à la politique, c'est un grand écart. Parce que là, ce n'est pas la dame qui vend bouillir dans ta vent. Mais le jour où elle a dit, la politique, ça commence par la maison. J'étais militante, mais je n'aspirais pas très vite à être responsable. Mais quand elle m'a dit les issues de cette formation, j'ai commencé par l'appliquer. Parce que quand tu sors de ta maison et que tu t'habilles déjà en intellectuel, tu crées déjà un fossé en plus de ce qu'il y a de ton niveau et la femme qui n'a pas ce niveau. Donc il faudra concilier tout ça pour qu'elle puisse t'accepter d'abord avant que les autres puissent te permettre d'aller faire ce que tu es en train de faire.
Donc, commence déjà par la saluer, te mettre à son niveau et comprendre ce qu'elle vit. Donc, c'est très difficile, à la fois réfléchi et contraignant. La vie politique d'une femme au Bénin, je vous assure, ce n'est pas encore ce que nous espérons depuis que nous y travaillons. C'est comme si rien n'a changé. Mais aujourd'hui, nous sommes un peu tolérés quand on voit qu'elle a déjà osé. Mais dans certaines régions encore aujourd'hui, il suffit qu'une femme se lève pour avoir tous les problèmes. Ça continue. Et donc nous, acteurs, nous qui avons déjà osé, nous qui avons levé le voile, nous avons ce devoir de porter la nouvelle vers cette dernière et dans ces régions pour démystifier un tant soit peu la participation de la femme à la vie politique. Parce que, je vous assure, ce n'est pas beau à vivre. Mais il faut être femme, il faut être digne, il faut être africaine, il faut être Amazone au Bénin pour le faire. Je vous remercie. Madame Léontine, est-ce qu'il est facile d'être une femme politique au Bénin? Je crois que mes sœurs ont répondu, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'abord à la maison. Quand tu commences à réfléchir pour devenir une personnalité politique, il va falloir travailler ton mari, il va falloir travailler la belle famille, il va falloir travailler les amis et changer de comportement dans ton quartier. Parce que ce sont ces gens-là qui vont te juger après. Si tu veux aller en politique, tu dois être une femme humble. Tu dois être une femme aimable. Tu dois être une femme conciliante. Et tu dois être une femme qui a beaucoup de courage. Et une femme qui réfléchit vite devant les situations pour savoir quelle est la conduite à tenir. Parce que ce milieu, ce n'est pas loin de la jungle. Et dès que vous y accédez, en Afrique, si vous ne savez pas faire, vous serez traité de tous les maux. Et c'est pour cela que nous, société civile, nous essayons d'expliquer à nos sœurs quelle est la conduite à avoir depuis la maison jusque dans les partis. Et mieux, il faut que les femmes apprennent à payer leurs cotisations. Il faut qu'elles apprennent à assister aux réunions. Et comme les réunions politiques finissent tardivement, ça inquiète les hommes. C'est pourquoi au niveau de notre réseau, nous avons créé la sensibilisation des époux pour former les époux, pour leur dire la conduite à tenir avant et après pour accompagner leur femme qui est devenue une femme politique. Parce que quand tu es une femme politique et que tu ne restes pas dans les réunions, du début jusqu'à la fin, les gens vont te dribbler. Parce que quand elles viennent... Tu n'as pas l'information? Oui. Tu n'as pas l'information? Tu n'as pas l'information parce que de 8h à 22h, 23h, on ne parle que des choses ordinaires. La vraie réunion commence à partir de 0h. Les grandes décisions, c'est à cette heure-là. Donc si une femme dit, ah, mon mari, mes enfants, et c'est pourquoi nous leur enseignons la conduite à tenir à la maison, préparer, apprêter tout, avant d'aller à la réunion. Le mari ne doit manquer de rien. Les enfants ne doivent manquer de rien. Vous devez déjà apprêter tout ça avant de quitter la maison. Et nous avons enseigné au mari à quelle heure à peu près ils peuvent se déplacer vers les lieux de réunion, s'asseoir et attendre leur femme. Et quand la réunion est finie, comme ça, il peut prendre sa femme dans sa voiture, sur sa moto, pour rentrer à la maison. Là, la femme suivra tout. Et ce n'est pas fini. Parfois, à une certaine heure, quand les femmes ne bougent pas, on commence par dire qu'il y aura fantôme, il y aura fétiche euro. Ce que la femme ne voit pas en Afrique, que ça va sortir. Dès qu'on commence à dire ça, les femmes quittent la réunion et elles partent. Et après, les hommes seuls s'asseyent et prennent les décisions derrière elles.
Et nous avons travaillé également avec les partis politiques pour qu'il y ait un changement de tout ça afin d'avoir des femmes au sein des partis, parce qu'il n'y aura jamais de développement du pays sans les femmes. Voilà des témoignages de la part de Madame Idowu. Madame Armandino, dites-moi, de quel genre de discrimination pourrez-vous témoigner au sein de votre parti UDBN? Je n'ai pas d'exemple, parce que c'est un parti de femmes. Vous êtes sûr, durant 10 ans, il n'y a pas eu de discrimination? Il faudrait déjà que la volonté politique donne accès à ça. Et vous, Madame Fagla, au sein de votre parti? Sincèrement, pour ma part, je vais vous dire que je n'ai subi aucune discrimination. Je vais parler de 0 discrimination au sein de l'Union progressiste. Parce que l'Union progressiste est un jeune parti, un très grand parti, mais un jeune parti. Vous savez qu'il est né le 1er décembre 2018 et que c'est le fruit d'une réforme, en fait, de la réforme du système partisan. Et la réforme a aussi pour objectif de lutter un petit peu contre ça, puisque jusqu'à aujourd'hui... Bon, d'accord, prenons vos anciens partis. Oui. Il n'y a pas eu de discrimination? Pour ma part, non. Parce que je suis quelqu'un qui travaille énormément, qui s'impose et qui participe à toutes les réunions, comme l'a dit Madame Idowu, et qui réclame ses droits. J'ai carrément mené un travail qui a permis de produire des recommandations, et nous avons veillé à ce que ces recommandations soient prises en compte et au sein de notre parti et au sein du deuxième parti, en faisant un réseau de femmes. Donc, nous avons fait un travail de lobbying et entre femmes, et nous n'en sommes pas peu fiers. Donc, j'ai beaucoup lutté. 2 femmes sur 17, c'est pas encore ça. Et 5 femmes sur 59 dans le bureau politique. Mais ce que nous avons gagné, c'est que dans nos statuts, il est inscrit qu'il faut un minimum de 30% de femmes dans les organes. Donc, à partir du moment où on va commencer à installer les organes qui vont diriger le parti, nous veillerons à cela, puisqu'il faut appliquer les statuts du parti. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation de transition qui va perdurer jusqu'en décembre 2019. Mais suite à ça, les choses rentreront un minimum dans l'ordre. Madame Amalin, un témoignage par rapport à une quelconque discrimination dans votre parti, que ce soit ancien ou nouveau? Je dirais qu'il y en a eu assez. Mais ça, c'est plus franc, je pense. Oui. Parce que les discriminations politiques, ça ne manque pas. Il y en a eu assez malgré notre détermination, notre courage et notre travail acharné. Il y en a eu assez. Mais si je dois choisir un exemple, il n'y en a pas qui me viennent déjà à l'esprit. Mais je peux déjà dire que lorsqu'il faut choisir entre un homme et une femme, envoyé à une mission, parce que j'ai fait beaucoup de partis, j'ai fait un grand parti, c'est-à-dire le passage du PSD à l'Union fait la nation, c'est un grand parti, ce n'est que des grands partis que j'ai fait. Et donc nous avons la chance, nous les jeunes du parti et nous les femmes, c'est-à-dire on nous appelait des organisations de masse, de participer à des activités même internationaux. Vous savez? Et donc quand tu es une femme, malgré ton travail, malgré tout, qu'on veut te choisir, et dans cette délégation pour aller faire quelque chose ailleurs, je vous jure que ce n'est pas du gâteau. Non, ce n'est pas un cadeau. Et puis vous allez vous battre, vous aurez beau les mêmes compétences et tout, mais on finit toujours par choisir l'homme parce que vous êtes femme et est-ce que vous êtes capable de ne pas vous laver? Tu auras beau donner les arguments, mais on finit toujours par passer à côté de vous. Et c'est frustrant dans le temps, on se dit, mais pourquoi est-ce que je m'acharne? Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? C'est frustrant. On le gère, tu pleures et puis tu te lèves. Tu sais que bon, je suis déjà dedans, je me battrai un jour, j'y accéderai. Ce sera à mon tour. Ce sera à mon tour. Madame Léontine Idowu, je voudrais savoir quel est l'état des lieux global de la politique faite par les femmes au Bénin. L'état des lieux, si je prends par exemple le Parlement, nous avons toujours oscillé entre 6 et 9 femmes sur les 83. Quand je prends le gouvernement, l'exécutif, il n'y a qu'un président qui soit allé jusqu'à 30%.
Mais rapidement, il est descendu à 17% sans cause. Nous n'avons pas compris ce qui s'est passé. Quand vous prenez la Cour constitutionnelle, c'est 1 ou 2 sur les 7 sages. Quand vous prenez la Haute Cour, c'est pareil. Quand vous prenez la HAC, on est arrivé à un moment même où il y a eu 0 femme. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pour vous dire, et au niveau local, nous étions partis de 45 à la première élection communale, municipale et locale. Nous sommes partis de 45 à 65. Aujourd'hui, nous sommes à 68 sur les 1420. Donc voilà le schéma. Et ce schéma prouve bien qu'il y a discrimination. En politique, il n'y a pas de cadeau. En politique, il n'y a pas de cadeau. En politique, c'est les mieux-disants. Ne nous trompions pas ici. C'est les mieux-disants. C'est-à-dire même lors des positionnements. On regarde qui a la capacité d'aider pendant les économiques. Économique d'abord. D'aller et de les aider pour les campagnes sur le terrain. Voilà. Vous n'êtes pas sans savoir le pouvoir de l'argent en période électorale. L'argent a beaucoup de valeur en période électorale dans notre pays. Là où la femme arrive, elle fait meeting, elle donne 2000, 2000, 2000. Quand un homme plus riche arrive, donne 5000, 5000, on l'a déjà oublié. Nous avons fait une enquête. Les gens nous ont dit que quand ils prennent l'argent là, le plus disant, quand ils rentrent dans l'une, ils savent bien que c'est la femme est capable. Mais comme ils ont pris plus, ils sont gênés et ils votent pour celui-là qui serait incapable demain de gérer leur sort. Donc c'est pour vous dire que les femmes doivent être autonomes financièrement. Parce que sinon, en politique, il y a ça. En politique, il y a qui es-tu, comme disent les militaires. Quel est ton passé? Vous savez que nous, les femmes, nous n'aimons pas qu'on parle mal de nous. Dès qu'on parle un peu mal de nous, on commence par... on n'est plus à l'aise. Donc si tu veux aller en politique, il faut avoir un gros cœur. Parce que tu entendras ce que tu as fait et ce que tu n'as pas fait. Et c'est quelqu'un qui est membre du même parti que toi sur le terrain, il peut te détruire. Donc, il faut avoir un gros cœur. Donc, je demande à mes sœurs d'avoir un gros cœur. Alors, chers invités, nous allons essayer de décortiquer les entraves. Quelles sont-elles au regard de vos expériences personnelles? Madame Arondino. Merci Carole. Les entraves, il y en a de toutes sortes. On commence déjà par la discrimination dont on vient de parler entre hommes et femmes. Si c'est pour faire le choix, on préfère peut-être prendre l'homme qu'on pense être plus disponible que la femme. Ce qui reste à approuver. Bien. De deux, on te parlera, comme Madame Ido vient de le dire, quel est ton poids financier. Est-ce que financièrement, elle pourra? Et quand on juge, on voit non. Non, elle ne pourra pas. Ou si elle peut, elle ne pourra pas aller jusqu'au bout. Donc du coup, on l'élimine. 3, je parle de 2. La troisième, c'est au moment des positionnements. Au moment des positionnements, on pense bien que quand femme sera, et nous hommes, on sera écrasés. Quand on donne un petit pouvoir à la femme, elle exerce dans toute sa dimension. Et du coup, on ne voudrait pas qu'elle émerge. Si elle émerge, elle va nous damer le pion. Au finish, je me demande si on veut réellement la chose de la même manière que les femmes la veulent. Il faut alors tirer un coup de chapeau pour Madame Claudine Afiavi-Prudence. Absolument. Au risque même de ça, je ne dirais pas de sa vie, mais presque comme ça. Mais parce qu'elle ne pourra pas dormir à des moments donnés qu'elle recevra des coups de massue qu'elle ne pourra pas le dire dehors, mais qu'elle va assumer. C'est sûr à l'intérieur. Oui.
s'essuyer à l'intérieur, effacer ses larmes et renaître, refaire son maquillage et réapparaître. C'est pas facile, je peux te le dire. Madame Fagla? Oui, alors ma tata Christine a répondu à la question. Je voudrais revenir sur la question de la discrimination parce que tout à l'heure vous aviez dit que limite que oui. Alors vous savez, tout est une question de parcours personnel et nous sommes ici nous sommes la somme de notre parcours personnel. Je suis une femme chimiste organicienne. En plus de ça, j'ai un master en management de la technologie et de l'innovation, ce qui m'a permis de travailler dès les premiers instants avec la délégation générale à l'armement française, avec des généraux de l'armée française. C'est-à-dire que j'ai toujours été une femme minoritaire dans toutes les circonstances, et pendant mes études, et dans ma vie professionnelle. J'ai des garçons derrière moi. Ça veut dire que je n'ai pas appris à regarder les discriminations. Je ne les sens pas. C'est une question d'éducation. C'est une question de parcours personnel. Je ne les vois pas. Quand je veux quelque chose, j'y travaille et je l'obtiens. La détermination. La détermination. Et j'ai peut-être une manière d'arracher ce que je veux, qui fait que dans ma vie, je ne peux pas parler de discrimination, puisque quand j'y vais, j'obtiens. Donc, je ne peux pas dire que j'ai été... Mais pas toujours. Quand j'y vais, quand je demande, j'obtiens. Quand j'exige, j'obtiens. Toutes les fois. La preuve, je suis ici. Donc, j'ai exigé d'être parmi le bureau politique. J'ai exigé d'être dans l'ADN. Je suis là. Donc, c'est une question de travail, c'est une question de parcours personnel, c'est une question d'expérience personnelle. Toute ma vie, ça a été comme ça. J'ai des garçons derrière moi, juste après moi, il n'y a que des garçons. Donc, je ne sens pas la discrimination. Et mon père m'a éduquée pour ne pas sentir la discrimination parce qu'il m'a offert les meilleures formations. Je me demande même si je n'ai pas eu de meilleures formations par rapport à ceux qui sont derrière moi. Et j'ai été éduquée au même titre qu'un garçon. Je me bats, je fais du MMA, je fais du karaté, je fais du roller. Je suis une fille garçon. Du coup, lorsqu'on parle de discrimination, je n'ai pas la même perception de ce côté-là que les autres. Alors, parlons des entraves. J'ai été à l'école française, donc ensuite j'ai vécu parmi les Français, donc j'ai vécu parmi les Blancs. La discrimination blanc-noir, c'est quelque chose qui aurait pu m'atteindre, que je peux même dire que je n'ai pas vécu parce que j'ai été éduquée pour les transcender aussi. Donc, tout est une question de parcours personnel. Et je ne peux que vous parler que de ce que je sais. Je sais qu'il y a une discrimination ambiante. De façon générale. De façon générale. Mais heureusement, pour moi, je n'en ai pas senti l'impact dans ma vie directement. Alors, voilà. Les entraves. Alors, les entraves, ma tata Christine a presque tout dit. Outre la discrimination dont vous venez de parler, il y a... Pour moi, personnellement, je ne sais pas si c'est une entrave, mais c'est plutôt la difficulté, c'est la conciliation entre la vie professionnelle qui est ultra prenante. Pour ma part, je suis professeure à l'université, j'ai énormément d'heures de cours, donc c'est ultra prenant. C'est ultra prenant sur la vie personnelle. Mais bon, c'est une question d'organisation après. Je ne sais pas si c'est une difficulté, si c'est une entrave. Je pense qu'il faut être ultra bien organisé pour mener la vie politique de front à la carrière professionnelle. Voilà. Madame Amalin, les entraves. Oui, je vois. Comme entrave, est-ce que j'ai quelque chose encore à ajouter à ce que Madame Arwandino a dit? Il y a énormément d'entraves. Les entraves, d'abord, ça part de la maison. D'abord, l'acceptation des siens, à te laisser vilipender par la société pour lequel tu te bats. C'est un poids énorme qu'il faut avoir un moral très fort pour supporter et surmonter. À part l'acceptation de tes parents, de ta famille, de ta belle famille, il faut l'entretien continuel avec ton époux des obstacles du moment. Parce que quand ça n'arrive pas du dehors et qu'on vienne le toucher, c'est que tu es atteint. Et c'est pourquoi je remercie toujours le consortium Wanep Rifonga qui a su que c'est un réel entrave à la femme politique. Et ils ont compris qu'il faut former les hommes et qu'il faille former un type d'homme pour les femmes politiques. Parce que c'est le premier moteur de déstabilisation de la femme politique. Il suffit qu'on dise, mais toi, tu dors.
C'est une femme, tu as ça. Elle est partout. Tout le monde soit avec. Elle est dans le véhicule. Donc, et que l'homme... Ça, c'est le Bénin. Oui. Et que l'homme ne se contienne pas, parce qu'ils sont experts en jalousie. Qu'ils ne se contiennent pas et que, bon, c'est fini ta vie. On te crée tous les soucis pour que tu ne puisses... Dans ton foyer. Sortir même pour dire, je veux aller faire politique. Alors que tu te bats en réalité pour qui? Pour cette société pour laquelle tu vois qu'on est en train de brimer d'une certaine façon. Donc, ce sont les mêmes pour qui tu te bats, qui viennent dire ils ont dit qu'ils ont les preuves même. Et quand ça se passe, c'est souvent celles ou ceux avec qui tu es toujours ensemble. Et puis, quand ils le disent, c'est que c'est irréprochablement vrai. Il n'y a pas quelque chose pour prouver que ce qu'ils sont en train de dire là, ce n'est que pour te déstabiliser. Il y en a, et c'est pourquoi je dis, les entraves, c'est d'abord nous les femmes aussi. Nous les femmes, nous les femmes, nous les femmes. C'est pourquoi je dis, on nous forme, on nous dit tout, mais est-ce que nous sommes réellement prêtes? Est-ce que nous les femmes, entre nous, nous sommes vraiment prêtes à changer la donne? Moi, je suis toujours admirative devant les modèles des autres pays tels que le Gabon, le Mali, le Sénégal. Le Sénégal. Oui. Ces pays, c'est parce que les femmes ont dit, nous les femmes, nous ne voulons plus être des femmes, grandes femmes derrière les hommes, mais des grandes femmes à côté des grands hommes. Parce que vous ne pourriez rien décider sans nous. Vous dites que nous sommes le sel, nous sommes la vie, et vous voulez construire la vie sans le sel de la vie, vous n'y arriverez pas. Donc sachez que nous sommes à côté de vous. Et ces femmes ensemble, de n'importe quelle partie qu'elles étaient issues, ont formé leur lobby et ont exigé un certain nombre de choses qui a changé la manière d'entraver les difficultés, de transcender ces entraves de la vie politique de la femme. Donc je dis, les entraves, si nous ne sommes pas ensemble, si nous ne fédérons pas nos énergies, nous n'y arriverons jamais. Jamais. Madame Léontine, pour vous qui vous battez pour l'épanouissement, l'émergence de la femme béninoise en politique, quelles ont été les plus grandes frustrations et les plus grandes réussites? Nos frustrations sont liées aux frustrations des femmes que nous formons. Je donne un exemple ici. Il y a une grande femme leader de l'Atlantique que le mari a aidé à aller aux élections. Il a tout fait avec elle. Et elle a réussi pour les communales. Et dès qu'elle a réussi, le mari lui a dit de démissionner. Elle dit, mais de nuit comme de jour, tu m'as aidé, même sur le plan financier. Tu es tout le temps avec moi. Il dit qu'il savait qu'elle allait échouer. C'est pour ça qu'il l'a fait. Il l'a fait. Donc, déjà, il l'aidait, mais dans son cœur, il savait qu'elle doit échouer. Voilà qu'elle a réussi. Il lui a demandé de démissionner. La dame a dit, mais qu'est-ce que je vais aller dire aux militants, aux gens qui ont voté pour moi? Je vous assure, ça finit par la séparation. Oui. Donc c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup d'entraves. J'ai un autre cas. Une dame aussi battante, une leader dans le zoo, précisément à Boycon. Une nuit, elle a une femme. Les gens ont empoisonné tout sa bétail. Décimé. Dans cette bataille, elle a perdu un enfant. Plein de choses. Une dans le Haut-Nord, elle a subi beaucoup de choses. Elle a été même quelque part envoûtée. Elle a été malade. Cette bataille n'est pas un jeu d'enfant. C'est-à-dire, il faut être non seulement politique, il faut être professionnel, mais il faut être également spirituel. Ça, si vous ne faites pas ça, il y aura problème. Parce que le mari, nous avons vu des cas où la femme veut, mais le mari a dit, on ne fera pas la politique dans ma maison. Et il a monté ses parents. Mais elle est obligée d'arrêter. C'est l'entrave. Ça dit tout le temps, et quand nous formons les femmes, et ce qui m'a encore frustré,
c'est le code électoral. Le nouveau ou l'ancien? Le nouveau. Vous savez que dans l'ancien, il y avait des candidates indépendantes. Oui, tout à fait. Et au moment où les femmes voulaient y aller, ils ont dit elles n'y arriveront pas. Et celles qui ont tenté, qui ont réussi, ils se sont dit tiens, il faut changer de stratégie. Et dans le nouveau code, ils ont mis qu'il n'y aura plus de candidates indépendantes. Mieux, il faut savoir lire et écrire le français. Je suis d'accord pour les élections législatives, présidentielles, tout ce que vous voulez. Mais pour les élections à la base, chef quartier là, il peut avoir un adjoint, il aura un secrétaire. Et le Sénégal a réglé. Même jusqu'au Parlement, ils ont introduit une langue du pays. Mais si l'élection à la base est une élection de développement, on ne doit pas exclure des gens. Et ça veut dire que vous êtes pour la discrimination positive? Exactement. Même surtout à l'université. Parce que j'ai une de l'université, deux, à côté de moi. Il y a combien de femmes agrégées? Quand nous commençons l'école là à la base, combien arrivent au BPC? Combien arrivent en terminale? Combien arrivent à l'université finie? Docteur, tout ce que vous voulez. Il y en a combien? Et quand on va faire l'agrégation, nous en avons combien? À ce niveau, nous devons faire la discrimination positive. Si nous voulons que les femmes aillent... Mais pourtant, nous parlons de parité. La parité, c'est vrai. Nous sommes nés égaux. Et la parité, c'est la loi qui nous concède ça. Dans notre constitution, qui est la Bible de notre pays, l'article 26 est clair. Est-ce que vous voyez? Mais nous devons travailler pour aller d'où il faut la loi. Vous avez vu? On est en train de déposer les listes. D'ici une semaine, il faut faire le point. Et vous allez me dire, parce que s'il y a la loi qui nous donne l'égalité, les femmes vont travailler pour en arriver là. Le Sénégal l'a fait. Nous avons fait un atelier régional à Cotonou. Après, pour ne pas faire la loi de Cotonou, les gens ont pris ça, ils sont allés en Tunisie. Ils ont fait voter la loi. Nous sommes différents. Tous les autres pays m'ont dit qu'ils ont le quota. Si Cotonou vote la loi, nous allons changer nous-mêmes. Nous allons travailler pour en arriver là. Mais s'il n'y a pas la loi, les gens feront ce qu'ils veulent sur les listes électorales. Et mieux, il faut bien regarder quand on va vous dire il y a 14 femmes, il y a 10 femmes, quel est leur positionnement. Il faut regarder leur positionnement. C'est pourquoi le Rifonga, pour encourager les partis, les élections passées, nous avons primé les partis qui ont mieux positionné les femmes. Les artistes qui ont bien chanté les femmes. Les journalistes que nous formons d'ailleurs. Ces journalistes aussi ont été primés parce qu'ils ont écrit des articles sur les femmes. Ils ont réalisé des vidéos lors de la campagne des femmes pour pouvoir les aider. Parce que l'image qu'on fait de la femme joue également sur la femme lors des élections. Tout à fait. Madame Awandinou, est-ce que les facteurs sociaux, culturels du Bénin favorisent l'engagement de la femme en politique? De la femme béninoise, bien évidemment. D'accord. J'ai souri, j'ai ri presque parce que toi et moi, on connaît ce que c'est. Et tu sais, depuis la base, depuis le temps reculant dans la nuit, où l'Afrique est l'Afrique et le Bénin est le Bénin, surtout le Bénin qui est le Bénin. Nous avons beau être quartier latin et autres, nous avons beau être pris comme exemple, ce que nous vivons à l'intérieur, les autres ne le savent peut-être pas. Ou s'ils le savent, ils ne mesurent pas la portée.
les pesanteurs sociaux. On en a parlé dans tout ce qu'on vient de développer, c'est présent. Et ça commence à la maison, ça commence dans la famille, ça commence avec les amis, ça commence par tout le monde à la fois, même nos enfants. Pourquoi nos enfants? Parce que quand on parle mal de sa mère, on est touché jusqu'au tréfonds et ça peut être source d'échec pour un enfant. La valeur d'un enfant, c'est de voir son père bien et sa mère bien. Et quand la femme qui se sent capable de prendre des responsabilités politiques, c'est les deux, parce que quand c'est même administratif, ça là aussi c'est un gros souci. Parce que étant responsable, il y a des choses par lesquelles elle doit passer, des décisions qu'elle doit prendre qui peuvent s'imposer aux hommes qui ne vont pas accepter d'être dirigés par une femme tant soit peu. Et là, ce n'est seulement pas dans la politique. Les deux sont liés d'ailleurs. Et quand tu te prends le chapeau de politique, mais bravo. Mais bienvenue, toutes sortes de choses sur toi. Et de là, comme on le dit, les pesanteurs pèseront encore beaucoup plus sur toi quand tu deviens politique. Et comme je le dis, ça capitalise de la famille, de tout ton entourage, et il faut avoir du cran. Voilà. Madame Fagla, quel événement majeur vous rend fier de votre parcours, de votre engagement politique? L'événement majeur, oui. Aujourd'hui, c'est ma position actuelle. Parce que pour les législatives, je suis quand même assez bien positionnée dans la 15e circonscription. Tête de liste? Deuxième titulaire. Voilà. Et tout. Donc, tête de liste, ça aurait été mieux. La prochaine fois. C'est une promesse aux téléspectateurs. Voilà, prochaine fois. Deuxième titulaire pour l'instant, mais la prochaine fois, je serai tête de liste. Donc, voilà. C'est l'événement majeur qui peut aujourd'hui me rendre un petit peu fière. Mais je le serai encore plus une fois les élections passées. Voilà. Madame Amalin, la même question pour vous. Laquelle déjà? Quel événement majeur vous rend fier de votre engagement en politique, en tant que femme? En tant que femme, l'événement majeur, je peux déjà dire la bataille que j'ai menée pour être positionnée déjà, pour être conseillère municipale de Cotonou. C'est la plus rude des batailles que j'ai menées dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai mené des luttes qui m'ont fait plus pleurer que celle-là. Mais celle-là, je dis, c'était comme un championnat remporté. Voilà. Et le trophée? Le trophée, c'est que je suis élue. C'est juste pour vous arracher le trophée, c'est que je suis élue contre vents et marées et j'ai tenu bon. Et malgré les adversités au sein du parti jusqu'à la fin de mon mandat, je tiens bon et je tiendrai bon, quel que soit les arrivera. Oui, je l'ai tenu et je le tiendrai encore plus fort. Voilà. Alors, Madame Arwandine, quelles sont vos motivations? En matière de motivation, c'est le simple fait de voir les femmes émerger. Il est plus que temps. C'est réel que ça ne se fera pas comme un bonbon qu'on va sucer. Il faut y travailler, il faut de la persévérance, il faut du courage et il faut la volonté politique pour accompagner tout ça là. Il faut aussi que nous ne disions pas que les hommes ne peuvent pas nous aider. Il faut un changement de mentalité de la part de nos hommes. Nous ne sommes pas des antagonistes, nous ne sommes pas des ennemis. Nous œuvrons tous ensemble pour le bien-être social. Et si c'est le cas, on ne devait pas se batailler, on ne devait pas aller en rang dispersé au niveau des femmes pour faire comprendre aux hommes. Et c'est ça le mal de la femme, c'est la femme. Le nombre que nous constituons au Bénin est déjà un exemple palpant que si femme veut pour renverser la tendance. Et là, il faut vraiment y travailler, faire comprendre à nos sœurs et même ceux qui ont émergé parmi les femmes de comprendre qu'il n'y a pas de discrimination à se faire entre nous. Il faut qu'on se comprenne, il faut qu'on se soutienne. Et dans ce cas-là, quand on est unis, je crois que ça va être plus facile. Au-delà du soutien, quelles sont vos motivations, Madame Fagla? Ma première motivation, ce qui m'amène à participer au débat politique dans mon pays, c'est quand même de voir ce pays décoller réellement. C'est de voir les conditions de vie de mes concitoyens et de mes concitoyennes s'améliorer durablement. Donc, c'est ma première motivation. En cela, je dis souvent que si nous en sommes là, c'est
pas uniquement, hein, c'est un tout petit peu ou une partie en partie parce que les femmes sont totalement absentes, sont quasiment absentes de la sphère politique. Et j'aime donner un exemple. Je dis, Dieu vous naissez avec vos 2 bras valides, vos 2 pieds valides, et au lieu de vous servir de ces 2 bras et ces 2 pieds, vous choisissez de maintenir un bras derrière, de maintenir un pied derrière et de fonctionner avec la moitié de votre corps. Cela ne fonctionnera pas. Et c'est ce qui se passe actuellement au Bénin. Et l'objectif que nous avons, c'est que nous, justement, femmes politiques, nous puissions susciter déjà entre nous, nous puissions être solidaires entre nous et que nous puissions travailler de façon à faire émerger aux prochaines élections, qu'elles soient communales, aux prochaines élections communales, locales, plus de femmes. Et on peut avoir, un creuset interparti qui fait un consensus sur les questions de femmes, hein, qui a une ligne sur les questions de femmes. Nous n'aborderons rien lié, aucune des questions liées aux positions de nos différents partis, mais en termes d'aide à l'émergence des femmes dans la sphère politique, nous pouvons former un creuset qui pourrait permettre de pousser un peu la chose et d'améliorer la situation. Madame Lamalin, votre motivation? Ma motivation première qui m'a amenée à la politique, c'est d'abord le refus de l'injustice sociale. Je n'accepte pas l'injustice. Déjà, quand j'étais à l'université, un fait m'a marqué. Les banquettes de devant n'étaient pas données à tout le monde de s'asseoir dessus. J'étais venue, je voulais m'asseoir, me dit, mais tiens, tu ne peux pas rester là. Il dit, mais toi, tu es qui? C'était un homme bien géant. Il dit, mais toi, tu es qui pour m'interdire de m'asseoir là? Il dit, c'est décrété par les responsables. Je suis assise. J'ai dit, ben, que les responsables viennent. Et donc, j'ai compris que si vous ne vous battez pas, si vous ne faites pas partie de ces responsables, vous n'allez pas décider de ce qui se passera dans ce monde. C'est donc là qu'est venue ma bataille pour être responsable d'Amphi. J'ai commencé comme ça à être responsable d'Amphi. Dans mon quartier, je militais peu timidement, mais je vois que même les organisations de femmes des partis politiques dans mon quartier sont gérés, les responsables sont des hommes. Je dis, mais c'est quel problème vous avez? Comment vous, femmes comme ça que je connais, et que vous vous battez autant, vous m'amenez dans votre groupement, et c'est un homme qui est responsable, moi je ne vais pas rester dedans. Ils ont dit, non ma fille, on sait que si toi tu viens, tu vas nous aider. Lui, il est seulement notre... Ah bon, ok, je vais rentrer. Mais derrière moi, pour me soutenir quand il y aura des dégâts, elles ont accepté. Donc, j'ai pu renverser d'abord cette tendance au sein du quartier, après l'arrondissement. C'est pour dire que je me bats chaque jour pour peu que je puisse pour régler les injustices palpantes. Et j'ai compris que pour régler ces injustices, il faut faire partie des décideurs. Et les décideurs au Bénin, ce n'est que par la politique qu'on y accède. J'aimerais un peu revenir par là sur la question d'équité ou d'égalité dont vous parliez tout à l'heure avec Madame Ido, ma présidente, que j'admire très fort, pour dire que nous avons une constitution que nous transformons comme nous voulons dans l'explication ou dans la traduction aux populations. Selon les circonstances, on le tord à notre guise. Nous sommes tous égaux. Et nous savons que le poids de nos valeurs sociétales ont mis la femme derrière. Nous voulons la ramener au même titre à la table parce que la femme, elle est mère. Et il n'y a que les mères qui puissent penser au développement de la progéniture et du pays parce que la jeunesse, les enfants sont le Bénin de demain. Et nous voulons décider de ces enfants sans les mamans. Vous voyez le paradoxe? Nous voulons décider du sort des femmes sans les femmes. Et dans ça, on dit à la femme, tu vois celle-là, c'est une prostituée. Si tu la suis, tant pis pour toi. Tu n'auras pas de dignité. Et nous le comprenons. Et ce qui me fait mal, malgré les formations, parce que je dis une femme politique est toujours mieux formée par rapport aux hommes. Moi, je dis la capacité que j'ai aujourd'hui dans le conseil municipal de Cotonou, je défie une dizaine d'hommes qui me dépassent. Je sais de quoi je suis capable. Et c'est que bon nombre sont d'entre eux, ils ne veulent pas
comprendre le but de la question. Quand on dit, le leader a dit voter, c'est vote. On doit voter. Et les femmes qui suivent ça, ça me fait mal. Je dis, nous sommes ici, pas parce que seulement le parti nous a envoyés, mais les questions de développement, sachons raison garder, entendons-nous et disons, ça là c'est bon, ça là c'est pas bon. Quel que soit ce que dit mon raison, il dit, nous, tu m'as envoyé pour faire du bon travail. Je ne vote pas. Je ne vote pas quand c'est pas bon. Et si les femmes n'arrivent pas, je dis, on aura beau former fédération des femmes de tous les partis. Association, tout pour dire, quand je vois que cette femme, si je l'envoie, malgré que je sois mal positionnée, qu'elle est bien positionnée, si je peux travailler pour elle, je sais qu'une fois arrivée là-bas, c'est pour faire bébé devant, derrière. Un homme, derrière ces leaders politiques, m'ont dit, va à gauche, va à droite, je ne le ferai pas. Parce que je veux des femmes de qualité. Nous avons des femmes, mais nous n'avons pas toutes des femmes qui puissent tenir tête. Alors, elles sont là pour les intérêts de leurs hommes. Donc, j'opte dangereusement contre la discrimination des femmes. J'opte pour la discrimination positive. Parce que les pays qui l'ont fait, c'est pas qu'on veut rendre la femme paresseuse, non. Mais ça motive. Ça commence, c'est un début pour booster la participation des femmes. Et nous en avons besoin aujourd'hui au Bénin pour démarrer. Sinon, nous n'allons jamais y arriver. Et donc, je vous demande de vous joindre à moi pour cette bataille parce que si nous ne la faisons pas, nos enfants n'auront jamais cette chance. Les téléspectateurs vous écoutent et ils feront ce qu'il faut. Madame Ido, dites-moi, comment changer les mentalités, les perceptions qui entravent l'engagement de la femme en politique au Bénin? Oui, pour y arriver, il n'y a que le plaidoyer, le lobby, la sensibilisation, et c'est ce que nous faisons avec les leaders politiques, avec les chefs traditionnels. Aujourd'hui, on parle de nos coutumes, mais nous avons travaillé avec des rois. Nous avons fait des ateliers où les rois sont venus lancer des messages, les chefs religieux sont venus lancer des messages. Et pour avoir des femmes de qualité, c'est pour cela que nous sommes en train d'exécuter WANEP et Rifonga, le projet RECAFEM, où nous sommes avec les concessions Bani et Rifonga. Nous formons 294 et nous avons décrété depuis le 1er mars là, la quinzaine du leadership féminin et nous aurons beaucoup d'activités à partir de la semaine prochaine par rapport à ça. Nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Vous êtes toutes femmes, mères, épouses. Bon, sans doute, est-ce une entrave pour vous au sein de votre engagement, par rapport à votre engagement en politique? Madame Fagla. Alors, tout cela devrait être une entrave pour la femme béninoise, vu les pesanteurs socio-culturelles qu'on vient de décrire de long en large. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais vous savez, tout est une question de parcours personnel, comme je l'ai dit. D'abord, d'éducation, parce que j'ai été élevée par un homme qui a toujours porté la carrière de sa femme. Lorsqu'on connaît la carrière de ma mère, on peut bien se douter que c'est parce que à la maison, le mari a poussé cela, porté cela. J'ai vu mon père supplier ma mère, pousser ma mère à accepter des responsabilités parce que lorsque elle-même elle avait peur. Donc je pense que j'ai d'abord vécu dans quelque chose, j'ai été élevée dans un environnement. Et je souhaite, lorsque Madame Ido parle de former les hommes, de plaidoyer auprès des hommes, auprès des leaders d'opinion masculins, auprès des rois, des chefs traditionnels, je pense que nous avons un gros travail. Nous devons poursuivre un travail de ce côté-là. On ne peut pas parler de tout ça sans améliorer l'éducation des filles, parce que tout passera par là aussi. La confiance en soi. Tout le monde a parlé tout à l'heure du regard de la société lorsqu'on est une femme en politique, du regard des candidatons, de la peur qu'on a des candidatons. Mais la confiance en soi vient de plusieurs facteurs. Ça vient de son environnement immédiat, de l'éducation qu'on a eue, de son environnement immédiat, et aussi de ses capacités intellectuelle. Et il faut que nous travaillons énormément sur l'éducation des filles, sur l'amélioration de la scolarisation des filles, et que nous
comment on appelle, de façon parallèle à cela, nous suscitons l'émergence d'un certain nombre de femmes qui pourront représenter des modèles pour ces filles-là. Parce que moins il y en a, moins il y a de modèles. Il faut que les filles voient que c'est possible, qu'on peut y arriver et que ça puisse les aider à renfermer leur confiance en elles. Madame Arondino, la même question. Est-ce une entrave, le fait d'être mère, épouse et femme? Ça ne devait pas l'être si le soutien part de la maison. Comme vient de le dire ma petite sœur, je pense que lorsque la volonté à la maison veut que la mère et l'épouse s'épanouissent, parce que c'est aussi une question d'épanouissement, une volonté de pouvoir aller faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, c'est un épanouissement unipersonnel d'abord et un partage pour les autres. Et cette générosité, je parle de générosité, cette générosité d'aller faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, d'une part de la maison, de l'acceptation de l'homme avec lequel vous viviez, qui pense que normalement, une femme peut s'épanouir autre que dans le creuset familial. C'est vrai. Et les enfants sont fiers d'une mère qui a réussi sur toutes les coutures. Et si c'est sa passion de faire la politique, pourquoi ne pas l'accompagner? Tout le monde sera content à la maison quand elle va réussir. Ah, cette réussite-là, il faut la mériter et il faut la souhaiter et il faut l'accompagner. Moi, je dis toujours que l'éducation de nos filles et de nos garçons part de père et de la mère. Quand les deux ont la mentalité qu'il faut pour dire que l'égalité de la fille et du garçon, ils sont tous nés de la même manière, du même père, de la même mère, ou même d'une mère et d'un père, c'est du pareil au même. Il faut donner les mêmes chances aux deux. À partir de là, ça influe sur la société. Et de là, le changement que nous voulons, nous pouvons l'avoir. Et ça, sûrement, si nous nous y mettions. Madame Amalin, très rapidement, le fait d'être mère, épouse, est-ce que ça constitue une entrave pour vous dans votre engagement politique? Au début, je disais que c'était une entrave. Mais je dirais aujourd'hui, avec la place que j'occupe, que c'est une chance. Parce que ça te permet de développer encore plus d'intelligence. Ça te permet de développer des facultés que les hommes sont incapables d'avoir. Au moment où, devant un fait ou une situation, toi, parce que tu as acquis la capacité, la rapidité de résoudre afin de passer à autre chose, ils sont en train de faire, de tourner en rond, de tourner ou bien des discussions inutiles. Toi, tu donnes déjà la ligne à suivre. Il tourne, il vient, mais tu as un cerveau là. Donc, c'est une chance pour nous d'être femmes, mères, épouses et d'être en politique parce que notre valeur dépasse tout entendement. Et donc, je dirais aux femmes, c'est notre chose, la politique. Si nous n'y accédons pas, si nous ne venons pas faire de ce que nous voulons la politique, elle ne sera jamais bien faite. Je reste sur vous pour vous demander votre mot de fin. Mon mot de fin, je dirais, je vous remercie. Je remercie toutes les journalistes comme vous qui se bousculent derrière nous aujourd'hui parce que déjà identifiés par certains réseaux qui ont fait notre répertoire, qui nous ont suivis. Nous qui n'avions pas au début des mentors, mais grâce à un certain nombre de réseaux de monitoring, j'ai des mentors, même si ce n'est pas de mon parti politique, qui me disent « Pisse, fonce, ne baisse pas la tête ». Et donc je dirais à toutes ces femmes d'être fières de nous, nous menons la bataille pour eux et de nous rejoindre dans la lutte et que demain sera très bien, très beau pour nous tous et pour nos progénitures. Voilà qui est bien dit. Madame Ido, dites-nous votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est d'encourager les femmes, de dire aux femmes de foncer. Parce que notre pays a un problème. C'est l'atteinte de l'ODD 5 en 2030. En 2030, tous les pays seront évalués. Si nous continuons au Bénin à faire du piétinement, en 2030, nous aurons honte. Donc, le développement incombe aux deux. Et je dirais aux femmes, continuez à éduquer les filles et les garçons dans vos maisons de la même façon. Il n'y aura plus de bonnes, parce que nous avons dit toutes les filles et tous les garçons à l'école. Et tout est affaire de planification. Planifiez-vous bien
et vous irez de l'avant. Donc, bon vent à toutes les femmes candidates et pour les législatives 2019. Madame Fagla, votre mot de fin? Je souhaiterais dire à mes consoeurs que la politique, c'est un devoir. C'est un devoir de mère, c'est un devoir de citoyenne. Parce que lorsque nous savons l'énergie que nous mettons à éduquer nos enfants, nous devons comprendre que faire de la politique aujourd'hui participe aussi à cette éducation-là. Donc, c'est notre devoir. Et je voudrais leur dire que, en dépit de tout ce de tous les candidats-t-on, la politique, comme tous les milieux de la vie, on parle de combat partout. La politique, à l'instar de la vie, de ce qui se passe dans la vie professionnelle ou dans la vie familiale, est un lieu où il y a des difficultés, certes, mais que ces difficultés ne sont pas insurmontables. Et je leur dirais que avec de la confiance en soi, avec de la confiance aux camarades militantes qui y sont déjà, avec une solidarité entre elles, tout le reste est possible. Et je leur dirais de rester confiante dans le fait qu'une nouvelle génération de femmes est là et qu'elle n'a pas pour prétention, elle n'a aucune envie de se retrouver seule ou isolée dans les hémicycles ou dans les instances de décision en nombre faible parmi les hommes, qu'elle a bien l'intention de favoriser cette émergence-là de femmes dans les différentes instances de décision, et que les élections législatives sont déjà là, les listes sont déjà faites, mais que pour les communales, les locales, c'est dès maintenant que nous devons nous préparer en tant que femmes à commencer par militer ou comment on appelle, travailler sur notre visibilité et établir dans toutes les circonscriptions, dans toutes les communes, des listes de femmes capables de participer aux élections et de nous mobiliser pour les imposer. Je ne vous arrête pas, vous n'allez pas finir. Merci Madame Fagla pour ces conseils, vivement qu'ils soient entendus. Madame Awandjinou, votre mot de fin. Merci Carole. Ce merci va à tout le monde, va à Madame Ido, Madame Malais, c'est ça? À Malais. Voilà. Et ma petite sœur bien-aimée Femi. Et à vous, Madame la journaliste, et toute l'équipe qui nous ont reçus. Juste pour dire que c'est une grâce pour les femmes d'être femmes. Parce que femme comprend un instinct très développé et comprend bien vite le danger qui vient ou le problème qui s'impose et la solution qui doit être idoine. Et je félicite celles qui ont pu franchir l'étape de ne plus être dans la masse, que nous devions tout faire pour soutenir et laisser la concurrence libre à tout le monde, hommes comme femmes, d'aller s'essayer à la chose, d'aller donner leur point de vue, qu'il n'y ait plus d'entrave pour décourager celles qui ont le courage d'avancer. Et qu'on jette un regard neuf sur la femme d'aujourd'hui, qui n'est certainement pas celle d'hier, qui ont beaucoup de peur d'avancer pour le candidaton de ce qu'on dira de soi à la maison ou ailleurs. Et que la mentalité que nous avons aujourd'hui, elle est bien meilleure à celle que nos mères ont eue. Ces femmes qui ont la capacité, une grande capacité de décision, qui gèrent leur maison, leur commerce, éduquent leurs enfants, mais qui n'ont pas pu donner leur mot dans la vie politique. Nous avons cette chance aujourd'hui et nous n'allons pas la perdre. Et nous n'allons pas permettre qu'on nous l'arrache. Ce n'est pas une grande lutte qu'on est arrivé là. Et je pense que la lutte doit continuer. Mais dans l'avenir, je prévois qu'on sera moins accru à prendre ce qui nous appartient parce que nous l'aurions déjà. Voilà qui est bien dit. Mesdames et messieurs, vous l'auriez constaté et compris, nous sommes à la fin de cette émission spéciale consacrée à la Journée internationale de la femme. Nous avons eu pour thème la promotion du leadership féminin en politique au Bénin. Nous avons discuté de long en large des entraves, des mesures à prendre pour changer la donne, pour changer l'image de la femme
béninoise en politique. Vous l'auriez compris, nous ne sommes pas dans les 4 murs d'Eden Télévision. Je profite de l'occasion pour dire un sincère merci aux dirigeants de l'hôtel Gibson, 6 à Akpakpa, quartier Jacques. Et je remercie également toute l'équipe technique constituée de Fréjus Fiossi à la caméra, de Romaric Devochi, de Fiacre Voitan, au son Didier Guédou, Marc Doigbe et à la réalisation Igor Rontonji. Merci de nous avoir reçus chez vous.